Amélioration de la santé infantile en Côte d'Ivoire, un nouveau centre de stockage de vaccins inauguré dans la commune de Trècheville. La crise politique en Gambie, les forces de sécurité bloquent l'accès aux locaux de la commission électorale. Enfin, 13 décembre 2003, la capture de Saddam Hussein. Le président irakien est arrêté dans une ferme près de Tikrit, sa ville natale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Réduire le taux de mortalité infantile en Côte d'Ivoire, c'est l'un des objectifs du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce département, appuyé par l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, a inauguré récemment le dépôt central des vaccins et consommables du programme élargi de vaccination. C'est un reportage de Thomas Guessambi. Des camions frigorifiques pour le transport des vaccins stationnés aux abords de cette rue annonçaient déjà les couleurs. Un dépôt central de vaccins et de consommables du programme élargi de vaccination. Un ouvrage pour le stockage de vaccins pour protéger plus d'enfants sur le sol ivoirien. Fruit du partenariat entre le gouvernement ivoirien et Gavi, l'Alliance du vaccin, la remise officielle de ce centre a été l'occasion pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de se réjouir des bons qualitatifs qui procèdent d'une politique volontariste. La Côte d'Ivoire a fait le choix de la prévention et de la protection des femmes et des enfants par la vaccination. Le résultat que nous allons avoir à partir plus particulièrement de cette inauguration, ces résultats vont avoir une incidence très importante sur la réduction des différentes maladies de l'enfance. Ngozi Okonjo-Iweala, président du conseil d'administration de Gavi, salue la volonté du gouvernement ivoirien qui fait de la vaccination un des axes majeurs de sa politique sanitaire. J'encourage donc vivement le gouvernement de Côte d'Ivoire à poursuivre ses efforts vers un accroissement important de budget. Environ 500 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de cette infrastructure. Dans la dynamique, ce sont 20 autres dépôts qui sont prévus d'ici à fin 2017 pour doter toutes les régions du pays de disponibilité en matière de vaccination élargie. Autre actualité nationale, Yaou, ville située dans la région du sud Como, est bientôt dotée d'une unité de transformation de manioc. Cette action s'inscrit dans le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. La Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire a procédé récemment à la pose de la première pierre de cette usine. On fait le point avec Herman Niamien. Sur ce terrain de 4 hectares sortira dans 24 mois une usine de transformation de manioc à Yaou, localité située à environ 30 km d'Abidjan. Le projet de la FENASCO-VICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, prend ainsi forme avec le premier coup de pioche donné ici par les différentes autorités. Tout a été pris en compte, la formation, l'augmentation de la production, associée, élevage avec les champs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est resté derrière dans ce programme. La construction de cette unité de transformation de manioc s'inscrit dans le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire conçu par la FENASCO-VICI et financé à hauteur de 295 milliards de francs CFA par les bailleurs avec l'appui de Africa Building. Ce sont environ 4000 hectares de terre qui serviront à la culture de produits vivriers, notamment la tomate, l'aubergine, le piment, le gombo, le maïs, le riz, l'igname, la banane et bien d'autres cultures. À travers ces programmes, nous sommes de grains d'utiliser la moitié de semences et avoir les doubles de produits sur les marchés. Les produits sur lesquels nous allons agir, ils sont les produits traditionnels de vivrier. On accueille ce projet avec les deux bras parce que c'est pour nous nourrir, c'est pour finir la pauvreté et c'est pour aussi, comme on appelle, donner du travail à nos frères et à nos enfants. Ce programme à thème va offrir plus de 3 millions d'emplois aux jeunes et aux femmes après la construction des unités de transformation de manioc dans toutes les régions du pays. Seulement pour la localité de Yaou et Bonois, ce sont plus de 1000 emplois qui sont offerts aux populations.
Dans la région de l'Indénié-Duablin, les préparatifs du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. La ville d'Abengourou va abriter l'édition 2017. Thème retenu, école obligatoire et entrepreneuriat, levier de la construction de l'Ivoirien nouveau. Au menu, plusieurs disciplines, notamment la photo, le dessin et la cuisine. Thomas Guessambi. Sons et danses traditionnelles en tenue scolaire, sous le regard du drapeau national. Nous sommes ici à Abengourou, capitale de l'Indénié. C'est cette ville que le ministère de l'Éducation nationale a choisie pour le lancement officiel de la 6e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Sous la thématique « École obligatoire et entrepreneuriat, levier de la construction de l'Ivoirien nouveau », le ministère de l'Éducation nationale veut créer une révolution sociale qui s'intègre dans la vision du président de la République, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent avec un Ivoirien nouveau. Efimbra Kouakou Georges Nicolas, premier responsable de la vie scolaire au ministère de l'Éducation nationale, maître d'œuvre du festival, à l'occasion explique le thème. Pour lui, l'école obligatoire est tout simplement une avancée notable dans la promotion humaine. L'entrepreneuriat en milieu scolaire, l'autre défi, est une suite logique de l'école obligatoire qui invite l'Ivoirien à l'auto-emploi. Lancé en ce mois de décembre, les phases finales du festival se tiendront en avril 2017 et les lauréats auront le privilège de participer au 8e jeu de la francophonie en juillet 2017 à Abidjan. Culture toujours, l'ascension fulgurante de la musique métal en Birmanie. Et les adeptes de ce genre musical essayent tant bien que mal de ne pas heurter de front la société bouddhiste conservatrice avec des sujets sur la mort ou la drogue. Du pogo, des mélodies puissantes. En Birmanie comme ailleurs, le heavy metal, c'est une énergie brute qui fait bouger les foules. Et depuis l'ouverture du pays et la relative liberté d'expression qui y règne, ces foules sont de plus en plus nombreuses. Écouter du métal, c'est vraiment le pied absolu. C'est la liberté, c'est bon pour ton âme. C'est différent des autres musiques, c'est pour ça que je n'écoute que du métal. J'écoute surtout du métal quand je suis stressée. Ça m'aide à me détendre. Les concerts comme celui-là sont relativement rares, faute notamment de salles dédiées, mais dans les studios et sur internet, les groupes de métal sont très actifs. Un vrai changement après la censure imposée par la junte militaire qui a dirigé le pays pendant 50 ans, avant de se mettre en retrait progressivement depuis 2011. On ne pouvait rien dire sur les chrétiens, sur les bouddhistes. La situation politique était très difficile à l'époque et on avait beaucoup de mal avec les paroles. Mais si la censure officielle s'est relâchée, l'autocensure, elle, reste un réflexe largement répandu. Le métal birman n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais dans un pays où la pop sirupeuse est omniprésente, c'est un électrochoc musical libérateur. En Gambie, le personnel de la commission électorale indépendante interdit d'accès aux locaux. Les forces de sécurité ont en effet pris aujourd'hui le contrôle du siège de cette structure. À noter que la CEDEAO a dépêché une mission à Banjul, la capitale gambienne, pour convaincre l'ex-président Yaya Jammeh de céder le pouvoir. Des nouvelles sportives à présent. Yaya Touré, sanctionné par la justice anglaise. Le milieu international ivoirien a été condamné à une amende de plus de 60 000 € et à une suspension de permis de conduire de 18 mois pour conduite en état d'ivresse. Enfin, 13 décembre 2003, l'Irak délivré de Saddam Hussein lors de l'opération dénommée Aube Rouge. Le président irakien est arrêté dans une ferme près de Tikrit, sa ville natale. Saddam Hussein est retrouvé en possession de 750 000 $, 2 Kalachnikov et un pistolet. Il sera jugé en 2004 devant un tribunal spécial pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Franck Quadio. Le 30 décembre 2006 est exécuté par pendaison le président irakien Saddam Hussein. Que s'est-il passé pour qu'advienne pareille extrémité?
L'homme naît le 28 avril 1937 près de Tikrit. Membre dirigeant du Parti Baas arabe socialiste, il prend les rênes de la branche irakienne de l'organisation. Il joue un rôle dans le coup d'État du 17 juillet 1968 qui porte le Parti Baas au pouvoir en Irak. Il saura tirer parti de l'instabilité politique régnant en Irak pour former des groupes de sécurité en tant que vice-président d'un pays dirigé par un général vieillissant. Il initie des réformes qui améliorent le niveau de vie moyen, notamment la nationalisation du pétrole au début des années 70. Il finira par consolider son autorité grâce à l'industrie pétrolière florissante. Il accède au pouvoir finalement en 1979, réprimant durement les mouvements de contestation séparatistes chiites et kurdes qui constituent 80% de la population irakienne. Sous sa présidence, le pays connaît 8 ans de conflit avec l'Iran. En 1990, il envahit le Koweït, déclenchant la guerre du Golfe. Il sortira de ce conflit plus que jamais isolé sur la scène internationale. En 2003, une coalition d'États menée par les Américains et le Royaume-Uni envahit l'Irak. Saddam Hussein est accusé par l'Occident de détenir des armes de destruction massive et de flirter avec Al-Qaïda, une organisation terroriste. Saddam quittera le pouvoir et des élections démocratiques seront organisées par un gouvernement de transition. Capturé après 8 mois de fuite par des troupes américaines, le 13 décembre 2003, il comparaîtra devant la justice irakienne, entre autres chefs d'accusation, crimes contre l'humanité. Le 5 novembre 2006, il est jugé coupable du massacre de 148 chiites irakiens à Douhaïl en 1982 et il est condamné à mort.